Merci beaucoup, mon cher modérateur, monsieur Harold. C'est un peu délicat parce que vous m'avez demandé de faire un topo disant que les nouvelles technologies c'était l'horreur ce matin, et là on me dit qu'il faut faire un truc sur les nouvelles technologies. Donc, on va essayer quand même de défendre le bébé, mais rassurez-vous, je finirai par vous dire que vous pouvez tout faire à main levée avec un ciseau et une broche, puis basta quoi. Donc, c'est un gros sujet. On en a beaucoup parlé à l'ESCA. C'est pour ça que la diapo mentionne l'ESCA en haut. Je crois que j'ai fait 6 topos sur la pente tibiale en 2 jours. Peut-être que c'est un sujet qu'on regarde un peu trop. C'est une vraie question. C'est le nouveau dada, on va dire, autour des échecs du ligament croisé antérieur. Pourquoi? Parce qu'on sait que cette pente tibiale postérieure semble être un des nouveaux facteurs de risque. Alors, nouveau, Henri Dejour et David, à travers les travaux de son père et de l'équipe lyonnaise, on nous le martèle depuis des années, sauf qu'on n'a pas vraiment entendu peut-être. Le grand papier, c'est un AJSM de Pincheski qui date de 2012, je crois, qui dit que si on a une grande pente tibiale et qu'on a un enfant, on a 11 fois plus de chances de répéter son croisé que si on est un adulte avec une pente tibiale normale. Il y a des curseurs qui semblent apparaître dans la littérature, et est-ce qu'il faut mesurer cette pente? Comment on la mesure? C'est des vrais sujets parce qu'en fait, comme beaucoup de choses, quand on a identifié un problème, comme les 62,5% de Dugdale et Noyes de ce matin, une fois qu'on a identifié le problème et on essaie de créer du sens autour de ce problème. Pour ça, je vous dis, est-ce qu'on n'en parle pas un peu trop? C'est peut-être un vrai sujet. Mais en tout cas, il y a ça. Il se trouve que il y a des patients qui vont avoir des ruptures itératives de leur croisée. On va en parler tout le long parce qu'ils ont une anatomie osseuse peu favorable à leur LCA pour différentes raisons. Un des premiers points, c'est est-ce que ces 12 degrés, 15 degrés, 20 degrés suffisent pour faire le tour du genou? Probablement pas. On sait que quand on parle de LCA, il y a plein de facteurs de risque qui vont rentrer en ligne de compte. C'est toujours délicat de dire qu'on va extraire une valeur anatomique et dire c'est ça là qui est responsable de tout. Il y a le ménisque interne, on en a entendu parler pas mal dans les sessions sur les talks juste avant. La gestion du ménisque interne est sans doute un des points clés de la pérennité du LCA. La ténodèse latérale en est un autre. Est-ce que c'est des patients qui font du sport à haut risque? Est-ce que c'est des patients qui sont dans des sports de rotation, des sports d'impact? Est-ce qu'ils ont eu 1, 2, 3, 5 chirurgies du ligament croisé en situation d'échec? Est-ce que c'est des gens jeunes avec potentiellement une maladie collagénique particulière? Et est-ce que finalement, ils ont une grande pente tibiale? Donc si on met tout ça, dans une première nouvelle technologie, si on met tout ça dans le cadre d'un algorithme qu'on a créé qui s'appelle Astra, que vous pouvez trouver sur Internet de façon simple, on a pris les facteurs de risque qu'on pensait être les facteurs de risque qui étaient préjudiciables. Donc, grosse pente tibiale avec différents curseurs en fonction du moment où vous rompez. Est-ce que c'est votre premier croisé, deuxième croisé, troisième croisé? Et d'autres facteurs de risque. Est-ce que vous avez perdu votre ménisque médial dans la bataille parce que vous avez été opéré 4 fois et qu'on vous a fait une ménisectomie? Est-ce qu'il y a une grosse static anterior tibial translation qui est le dada de l'équipe lyonnaise et de David Dejour, à savoir est-ce que de combien le tibia avance sous le fémur en charge, grosse ou moyenne? Est-ce que le greffon a repété spontanément? Est-ce qu'il y a déjà eu une ténodèse latérale qui a été pratiquée? Est-ce que vous avez une rupture du genou contralatéral? Est-ce que c'est votre encore une fois, première, deuxième, troisième révision? Ça, c'est des facteurs qui nous disent, bon, quand même, dans ce genou, il se passe un truc qu'on n'a pas bien identifié depuis le début. On est à la 4e chirurgie, peut-être qu'il faudrait trouver une solution. Et des facteurs plutôt limitants de l'ostéotomie qui vont être l'infection, des tunnels qui sont objectivement pas au bon endroit, des patients avec un récurvatum de plus de 10 degrés puisque la pente et le récuvertum sont les deux parties de la même médaille. Donc si vous diminuez la pente, vous augmentez le récurvatum. C'est en soi deux facteurs de risque indépendants de rupture du croisé, donc autant pas se déshabiller Pierre pour habiller Paul. Est-ce que vous êtes sportif professionnel? Parce qu'on va se dire qu'on va peut-être attendre la fin de votre carrière pour vous faire une ostéotomie si vous êtes rugbyman pro, encore que j'ai eu fait et ça marche pas si mal. Et est-ce qu'on est encore une fois dans un premier LCA ou autre? Est-ce que le LCA a répété durant un traumatisme? On met tout ça dans l'algorithme, on rajoute là-dessus le ménisque latéral qui est un peu moins, on va dire, préjudiciable que le ménisque médial. La déformation du plan coronal, parce que si vous avez une déformation bifocale, varus, valgus, plus pente, on se dit, là quand même, le tibia, il nous aide vraiment pas. Et on enlève les plans postérolatéraux et plans médiaux chroniques qui, je pense, sont aussi des facteurs de risque qu'il faut adresser. S'ils n'ont pas encore été adressés, peut-être avant de commencer à scier le tibia, il faut s'y intéresser.
Et vous arrivez à cette application que KSST a eu la gentillesse de nous passer, et avec un score. Donc en gros, c'est de façon assez simple. Vous avez un score qui vous donne tous ces facteurs de risque, qui prend en compte ces facteurs de risque, et on y indexe la valeur de la pente tibiale. Donc vous allez sur Internet, vous tapez Astra, pente tibiale, vous mettez la valeur de votre pente tibiale. On va dire ici, on l'a mesuré sur des longues radios, donc ça augmente automatiquement la longueur, la valeur de la pente par définition, puisqu'on a le tibia qui se courbe vers le bas. Donc plus on a la longueur, plus la pente est grande. On coche un peu toutes les cases. Là, vous voyez, c'est un mec qui a des tunnels qui sont pas bien positionnés, qui avait une grosse translation, et on nous dit, voilà, le risque de rupture est relativement faible chez ce patient, autour de 10%, donc faisons juste un LCA plus une ténodèse, ça devrait suffire. Si on enlève la malposition des tunnels, on passe à un score de 8, et là, le score va dire, là, quand même, il s'est passé un truc, c'est bizarre, si tout a été bien fait, que ça a quand même pas marché, peut-être qu'il faut faire une osteotomie de la pente tibiale. Donc, premier truc sur nouvelle technologie, on rentre tous ces facteurs de risque et on vous aide à trouver un chemin dans la réflexion clinique entre est-ce qu'il faut faire cette ostéotomie de la pente, oui ou non. Deuxièmement, comment mesurer les mauvaises pentes. Donc ça, c'est la classification américaine des pentes de ski. C'est moi à Niseko, au Japon. Là. Et vous voyez que ça va de très noir à très noir à très noir. Donc c'est pas forcément... on ne sait pas trop dans quoi on va se lancer. Quand on va dans Gate 11, en bas, on ne sait pas trop à quelle sauce on va être bouffé. Sachant que chez nous, ça s'arrête à noir. Chez eux, il y a 3 noirs. Donc on ne sait pas trop sur quoi on va tomber. Franchement, Gate 11, si à l'occasion, vous avez l'occasion de faire cette piste, il faut avoir un petit niveau de ski quand même. Et donc bref, tout ça pour dire que on comprend bien que ça a été publié par beaucoup d'équipes. On ne sait pas trop comment faire pour mesurer cette pente tibiale. Il y a plein de stratégies. Vous pouvez choisir de mesurer sur des radios courtes avec l'axe anatomique, sur des radios longues avec l'axe anatomique, sur des radios longues avec l'axe mécanique. Et on se dit, avec la technique des 3 cercles de Robert Laprade ou des 2 cercles de Robert Laprade, donc les cercles nous donnent l'axe anatomique, donc le centre de la diaphyse. Moi, personnellement, dans ma réflexion, je ne prends compte que la pente tibiale mécanique. Pourquoi? Parce qu'elle est toujours plus faible que la pente tibiale anatomique, donc ça me retient un peu ma main. Ça m'évite de devenir complètement malade et de vouloir couper le tibia de tout le monde. Donc j'utilise volontairement une mesure qui euphémise la pente tibiale, entre guillemets. Et on fait que des radios longues parce que je pense que c'est difficile sinon de se réaliser que le problème est plus bas sur cette pente tibiale, avec bien sûr une courbure du tibia. Ici, c'est post-traumatique sur un clou d'allongement qui n'avait pas été bien géré dans le plan sagittal. Donc ce monsieur, il a été bien corrigé dans sa longueur, mais il a gagné une pente tibiale de 60 degrés. Donc il a pété son croisé quasiment spontanément à 25 ans, à la fin de son allongement. Donc tout ça pour dire qu'on ne sait pas trop, et on sait que c'est à partir du moment où on passe de court à long, on augmente de 2 degrés la mesure. Donc encore une fois, sur des radios longues, autant utiliser la pente tibiale mécanique qui va vous descendre un petit peu le curseur, au moins dans votre tête. Vous allez voir les choses un peu plus humblement sur le rôle osseux de cette pente tibiale. Et on l'a publié techniquement la meilleure stratégie pente tibiale mécanique en utilisant le plateau tibial médial. Et il faut que les radios soient parfaites. Comment les radios peuvent être parfaites? Elles doivent être parfaites pour 2 choses. Vous devez voir les pentes comme une seule pente. Et idéalement, les 2 condyles ne doivent pas être superposés un maximum 5 mm. C'est-à-dire que si vous avez plus de 5 mm de verre, faut pas utiliser, il faut refaire faire les radios parce que vous allez avoir de la parallaxe. C'est surtout vrai si vous avez mesuré l'axe anatomique et pas l'axe mécanique, puisque dans l'axe mécanique, en fait, ce qui nous intéresse, c'est le centre du tibia. Donc, peu importe comment on va tourner en rotation, on verra le centre du tibia à peu près toujours au même endroit, puisque le plateau tibial peut être considéré grosso modo comme un cercle. Donc vous verrez à peu près le même centre, que vous soyez bien de profil ou de 3/4, ce sera approximativement au même endroit. Donc nous, on utilise la pente tibiale mécanique pour cette raison-là. Et encore une fois, sur cette radio-là que vous avez avec une mesure anatomique, c'est difficile de choisir. Vous voyez, on voit pas extrêmement bien, je suis désolé, mais c'est difficile de choisir quelle pente tibiale mesurer, parce que là, on voit quand même 2 pentes tibiales différentes, une ici et une ici. Donc, à choisir, je vous conseille personnellement de mesurer la pente tibiale médiale, qui est toujours plus faible que la pente tibiale latérale, pour la même raison. Ça vous évitera sans doute de pousser un peu les indications. Donc, et donc ensuite, bien sûr, nouvelle technologie, on peut aussi utiliser des outils, comme je vous ai montré ce matin avec PicMed, pour mesurer la pente tibiale. Il n'existe pas dans ce monde de transformation des degrés en millimètres, à part en trigonométrie, mais pour ça, il faut avoir d'autres mesures. Donc, 1 degré égale pas 1 millimètre. Je pense qu'on en a déjà parlé ce matin sur le topo ostéotomie. Il ne faut pas croire à ça. Si on vous l'a dit, honnêtement, c'est des gens qui n'étaient pas très forts en mathématiques. Donc, techniquement, et la preuve en est que sur cette radio-là, exactement, ça va faire 10 mm.
pour 10 degrés. Donc c'est toujours un peu désespérant, mais c'est comme ça. Mais là, donc en gros, techniquement, on peut s'amuser à mesurer quelle va être la résection de pente avec ce genre de software. Donc on va venir découper notre radio et mesurer de combien on doit coucher le tibia pour réussir à modifier la pente tibiale de 10 degrés. En l'occurrence, ici, ça tombe pile poil sur 10 mm. C'est pour ça que je monte cette radio en disant, je dis toujours que c'est 1 mm égale pas 1 degré. Bah, cette fois-là, ça marche. Il n'y a rien à dire. Et bien sûr, les nouvelles technologies vous apportent aussi l'opportunité de passer en tridimensionnel. Donc là, encore une fois, guide de coupe sur mesure, cher à François-Xavier Gunpin au milieu de la salle. On est sur un dossier avec une pente à 49,6 degrés. Je pense qu'on peut se permettre de penser qu'un guide de coupe va nous aider à faire cette ostotomie en dôme inversé. Moi, je l'ai fait à main levée, mais les premières que j'ai faites, c'est la première que j'ai faite. J'ai utilisé un guide de coupe. Donc là, on accède au côté tridimensionnel avec une pente tibiale à 49,6 degrés. Impossibilité technique de faire une fermeture antérieure, qui est ma technique de prédilection. On est obligé de passer sur un artefact, de faire une ostotomie ronde en dôme, cher à Jean Briot, qu'on appelle au niveau de la cheville l'ostotomie selon Watanabe. Et nous avons publié la technique ensemble sur le sujet, sur le genou. Petit laïus sur l'analyse de la pente. Là, on a analysé tous les croisés qu'on a fait dans le service. On a publié dans le JO. Ça me permet de dire à Clémence, qui est dans la salle également, qui a été mon interne, de la féliciter pour ce travail. Et de dire que, en fait, ce qui est assez étonnant, c'est que si on s'intéresse à la valeur de la pente dans la population générale, dans la population du croisé et dans la population de reprise de croisé, on a un facteur extrêmement sélectif, c'est-à-dire que plus le croisé pète, plus les gens ont une grande pente tibiale. Vous allez me dire ce que je raconte est un peu, ça n'a pas de sens, mais en fait, si, ça a du sens. C'est-à-dire que la rupture du croisé est un sélecteur des gens qui ont une grande pente tibiale. Vous cassez une fois, vous avez une pente tibiale qui augmente de 2 degrés par rapport à la population générale. Vous cassez 2 fois, vous avez une pente tibiale qui augmente de 4 degrés par rapport à la population générale. Autrement dit, les gens qui cassent leur croisé de façon itérative, ils ont systématiquement ou presque une pente tibiale excessive, où ils ont été très mal opérés, mais rassurons-nous, on peut se dire que c'est que 10% des patients opérés qui sont vraiment très mal opérés. Donc techniquement, si vous avez un croisé bien opéré, pris en charge normalement avec des tunnels fémoraux et tibiaux qui sont à peu près normaux, des ménisques à peu près bien réparés et une ténodèse latérale, vous pouvez être sûr à 100% que vous êtes face à un patient qui a une pente tibiale excessive, peu importe comment il a recassé son croisé, il y a un substrat anatomique qui explique les choses. Et pourquoi je dois passer à la pente? Parce que, comme je vous l'ai dit, c'est finalement un sujet qui est très très rare dans la population générale. Une pente tibiale au-dessus de 12 ou au-dessus de 13 degrés, c'est moins de 1 patient sur 100 dans la population générale. Par contre, ce n'est pas du tout rare chez les patients qui souffrent d'une rupture du croisé. Dans le papier d'Andreas Weiler, il vous dit que là, pour le coup, les gens qui ont 12 ou plus de pente tibiale, c'est 22% des patients qui souffrent d'une rupture du croisé. Et c'est encore plus vrai dans les gens qui souffrent d'une rupture du croisé. On sait que ça va massacrer le LCA, mais aussi les ménisques, puisque vous avez un effet de compression postérieure des cornes postérieures par cette courbure du tibia qui fait que le fémur vient caler dans les ménisques postérieurs à partir du moment où le croisé est cassé. Ça va aussi atteindre le cartilage et surtout, la survie de l'articulation est en péril. Et bien sûr, ça doit être pris en charge a priori dans le cadre de révision du LCA et pas en première intention. Vous pouvez oublier cette version-là de l'histoire. On ne fait pas de chirurgie de la pente en première intention, sauf cas catastrophique, et j'espère que vous n'en aurez pas beaucoup à gérer parce que c'est des chirurgies compliquées. Et vous voyez, dans le consensus de l'ESCA de 2023 sur les reprises de LCA, clairement, reprise de LCA égale radio, égale mesure de la pente, et au moins dire aux patients, vous avez ce facteur anatomique, on vous conseille personnellement d'y penser. Vous avez 2 grands corps d'options, soit vous arrêtez le foot et vous passez aux échecs, soit on vous fait une ostotomie de la pente. Les gens, ils choisissent assez rapidement, généralement, quand on leur dit ça, vous dites, vous avez 22%, 25%, Astra vous donnera ce pourcentage-là de rupture. Donc, soit on se dit, vous avez une chance sur 4 de répéter en jouant au foot dans les 2 prochaines années, soit on prend un peu le devant. Dans les premières reprises, je vous dirais quand même, hold on, il faut quand même faire attention à ce qu'on raconte aux patients. Il y a d'authentiques patients qu'on va réopérer du croisé qui auront des résultats parfaitement satisfaisants, même avec une grosse pente tibiale. Pourquoi la pente est une mauvaise pente? En fait, on s'est rendu compte dans les études qu'on a faites sur le sujet que non seulement biomécaniquement, ça casse les greffons par excès de contrainte sur le greffon, mais en plus de ça, ça augmente la translation tibiale antérieure, donc ça crée cet effet, en gros, de traction sur le LCA. Ça vous empêche d'intégrer les greffons. Moi, je pense que la pente tibiale, le problème, c'est pas un problème ça ne crée pas de rupture traumatique du LCA, ça crée des ruptures non traumatiques par élongation de la greffe ou par défaut d'intégration,
On a fait 2 papiers sur le sujet, un dans la JSM et dans le JO avec l'équipe de Toulouse. On voit clairement la corrélation entre l'augmentation du diamètre des tunnels avec le temps et la valeur de la pente tibiale. Et de la même façon, le signal d'intégration de la greffe est toujours affecté par la pente tibiale. Vos greffons, si vous avez une grosse pente tibiale, s'intègrent moins bien. Donc vous créez, si vous voulez, les circonstances favorisantes pour une absence d'intégration, une mauvaise biologie et des ruptures itératives de LCA. Le planning, on n'en parlera pas sur le sujet, je vous ai montré. Il faut quand même se méfier des différentes choses, c'est-à-dire que vous allez authentiquement trouver des patients qui vont avoir souvent un varus et une pente tibiale. Je vous invite à venir au dossier des jeunes demain où on va montrer quelques dossiers sur le sujet et en tout cas vous stimuler un petit peu. Donc techniquement, faites attention aussi à faire des télémétries à ces patients-là parce que vous aurez pas mal de patients avec des atteintes qui vont toucher et le varus et la pente. C'est assez fréquent, d'autant plus qu'on a perdu le ménisque interne sur la route et qu'on a des situations comme ça. Là, et Cécile Bataillé va me dire pourquoi tu n'es pas une PTG, mais parce qu'il a 26 ans, tout simplement. Et encore une fois, il y a d'autres questions qui peuvent être évoquées, notamment l'impact qu'aura cette chirurgie sur la hauteur patellaire. On a publié sur le sujet, c'est un sujet qu'on n'aborde plus, c'est un artefact radiologique complet. Si vous voulez qu'on rentre dans les détails, on peut se poser des questions à la fin, on peut en discuter à la fin, mais il n'y a pas de corrélation directe entre les ostéotomies de la pente tibiale et la hauteur patellaire. Pourquoi? Comment on fait? Comment on fait? C'est assez simple. On va faire une résection d'un triangle pour aplatir le tibia proximal. Il y a 3 options. Supratubérositaire, option 1. Rétrotubérositaire, option 2. Infratubérositaire, option 3. Donc vous avez la technique David Dejour qui va être plutôt la 2, ma technique qui est plutôt la 3, et la technique américaine qui est plutôt la 1, qu'honnêtement je vous déconseille parce que vous n'allez pas, au début de votre expérience, vous n'aurez pas beaucoup d'os pour stabiliser votre ostéotomie. Comment ça marche les ostéotomies supratubérositaires? On a déjà vu le planning. L'idée est assez simple, vous n'avez pas beaucoup d'éléments. Pourquoi on fait des ostéotomies supratubérositaires? Désolé, il y a la radio devant, mais l'idée infratubérositaire, pourquoi? Parce qu'il y a très peu de parties molles à gérer. Vous allez avoir les ischio-jambiers et le tibial antérieur à ouvrir, vous mettez 2 omanes derrière, l'affaire est faite, vous avez juste à réséquer un coin. Le principal problème des ostéotomies infratubérositaires, qui est ma technique, c'est qu'il faut augmenter la taille de résection. Pour 10 degrés, vous allez avoir, par exemple, 10 mm, non, pas 10 mm, mais disons 9, 11 mm en rétrotubérositaire et 13 mm en infratubérositaire. Plus vous descendez, vu que le point de charnière reste l'insertion distale du LCP, plus le triangle va augmenter, puisque le cercle augmente en lui-même. Donc plus vous faites une coupe basse, plus il faudra couper. Et donc parfois, se dire, quand on doit corriger 10 degrés de pente tibiale et qu'il faut faire enlever 15 mm de tibia à cet endroit-là, les radios post-op peuvent faire un peu peur. Comment ça marche techniquement cette chirurgie? Là, vous avez une vision technique. On va faire une incision qui va faire environ 5 cm. L'idée est juste de pouvoir rentrer cette plaque, qui est une plaque dédiée à la reconstruction combinée LCA plus pente. L'idée, c'est de positionner cette plaque en préopératoire. Le minimum syndical pour faire une infratubérositaire, c'est de couper avec la première broche 2 cm sous le sommet de la tubérosité. On peut le repérer avec une aiguille. Vous voyez ici, on se dit, OK, ben mon premier point de coupe va être 2 cm sous le sommet de cette tubérosité. Je la marque. Et à partir de là, moi, ce que je fais en premier, c'est que je positionne la plaque. Je dissèque un petit peu les parties molles, je me fais un peu de place, et après, je positionne la plaque et je la fixe. Donc, je vais fixer ma plaque sur les trois trous proximaux. Les trous distaux, je ne les ferai pas, juste pour pouvoir retrouver la position de la plaque une fois que j'ai coupé, et pas être emmerdé en post-opératoire, parce que c'est compliqué de changer la position de la scopie de face à profil en permanence. En tout cas, dans mon bloc, c'est compliqué. Une fois que j'ai fixé mes plots, je positionne la future position de mes broches, je laisse le plot le plus distal pour me repérer l'endroit où je dois couper, et j'enlève la plaque. À partir de là, je sais que je dois mettre 2 broches qui vont se croiser au niveau de l'insertion proximale du LCP, espacées de X, X étant la correction à réaliser, admettons ici 12 ou 13 mm de correction pour 10 degrés de correction de pente. Donc vous voyez, 13 mm pour 10 degrés. Mes 2 broches se croisent juste au niveau du pied du LCP et au niveau du tibia. C'est pas la peine de trop les pousser, mes amis, il y a des vaisseaux juste derrière, je vous rappelle, donc on s'arrête quand on sent qu'on a passé la deuxième corticale. On positionne ces 2 broches, on vérifie sous scopie qu'on est bien, et une fois qu'on a fait ça, on peut commencer à couper. C'est une ostéotomie qui est très facile par rapport aux ostéotomies tibiales d'ouverture ou de fermeture, parce que c'est une ostéotomie qui ferme bien, et un os qui n'est pas très rigide. Une fois qu'on a coupé les 2 premiers millimètres de corticale, on s'enfonce très facilement dans la métaphyse tibiale. Donc ce que je fais, moi, c'est que je mets un coup de scie en haut, un coup de scie en bas, pour être sûr de faire 2 coupes bien parallèles et stabiliser ma lame de scie. Vous voyez, elle ne peut plus tourner. Une fois que j'ai fait 3 mm, ma scie, elle ne tournera plus. Donc je fais le haut et le bas, et après, je fais ce que j'appelle les ailes, c'est-à-dire je fais
les deux côtés médiaux et latéraux en protégeant les parties molles, juste le LCM qui est juste réalisé et protégé avec un Oman, et le tibial antérieur de la même façon protégé avec un Oman. Et je fais bouger ma fenêtre pour faire une grosse cicatrice pour être bien. On vérifie au fur et à mesure qu'on a coupé tout. On enlève le fragment osseux qui peut venir en un seul bloc. Parfois, il faut un peu de travail pour enlever les petits coins osseux. Et une fois qu'on a réséqué, qu'on pense qu'on a tout enlevé, on reprend la scie et on fait les deux parties les plus extrêmes de l'ostéotomie au ciseau. C'est pas nécessaire, mais ça permet de bien assouplir les bords quand on veut fermer. Moi, je mets un petit coup de ciseau de chaque côté juste pour finir mon triangle. Et une fois que mon triangle est fini, je vais nettoyer les débris avec la scie pour être sûr que, là, vous voyez, ça s'appelle l'aspect dit de la bouche du dragon dans le service. Et on va venir nettoyer les débris à la scie à l'intérieur pour être bien. Ensuite, il suffit de passer la jambe en extension. Donc là, j'ai pas de jambe sur cette Sobonne, mais voilà. On passe la jambe en extension, on remet la plaque en proximale, on la fixe, et on utilise le trou de vis cortical de cette plaque pour venir comprimer l'ostéotomie. Donc voilà, je remets mes 3 vis, histoire d'être bien rigide. Bien sûr, mon ostéotomie n'est pas en conflit avec mes vis, puisque j'avais repéré préalablement, et j'utilise le trou cortical pour venir créer une compression dite watertight en anglais. Même le sang ne peut plus s'en échapper. Pendant le geste d'ostéotomie et être content de soi. Donc vous voyez, je remets ma plaque, j'ai mes 3 vis proximales, je passe en extension et je viens mettre ma vis corticale pour comprimer mon site d'ostéotomie complètement sans grande difficulté. Et c'est pas une ostéotomie qui est difficile à fermer, contrairement à ce qu'on peut croire, ça ferme très facilement. C'est une zone de tibia qui est très souple. Bien sûr, nouvelle technologie oblige. On peut le faire avec un guide de coupe sur mesure FX. Bien sûr que tu peux le faire avec un guide de coupe sur mesure. Mais il va être un peu compliqué à positionner de part et d'autre de la tubérosité. Donc nous, avec Nuclip, on l'a fabriqué en 2 blocs. Mais il y a un monobloc qui existe, qu'on passe autour. Mais ça nécessite bien sûr un abord relativement gourmand, qu'on se le dise. Mais tu vois, tu positionnes ton guide de coupe, tu résèques à l'intérieur et de la même façon, tu n'as plus qu'à fermer de façon très simple avec une plaque ou des agrafes sans difficulté. Moi, je vais toujours en infratubérositaire parce qu'on a prouvé que c'était mieux techniquement. Plus, honnêtement, je suis dans un service universitaire. Mes internes doivent réussir à faire cette ostéotomie avant de finir leur formation. Donc, il faut que ce soit facile. Donc, on a publié sur le sujet. On a essayé les 2 techniques. Cette technique est plus simple. Et je garderai ces derniers cas pour stimuler votre cerveau pour demain. Et je vous remercie de votre attention. Est-ce qu'il y a des questions, des remarques dans la salle? Je vais changer ma signature LinkedIn et mettre arthroplasticien du coup. Je trouve ça arthroplasticien, je trouve ça me laisse rêveur. Non, mais je suis entièrement d'accord avec. Tu sais qu'on est d'accord sur ce sujet. On est tous les deux des défenseurs des ostéotomies en conservateur. Oui, l'idée est que, comme dirait Frédéric Lode, il n'y a pas de meilleure coupe de frottement que cartilage sur cartilage ou mauvais cartilage sur mauvais cartilage. C'est mieux que n'importe quelle coupe de frottement parce que c'est celui que Mère Nature vous a donné. Et le goal standard de n'importe quel orthopédiste dans la pièce doit être d'empêcher l'arrivée des PTG et des PTH. Bon, peut-être pas les PTH, Pascal. Ça marche bien, les PTH. Mais on sait tous que si vous voulez... moi, j'adore cette question de dire qui se fera mettre une PTG le jour où il a de l'arthrose dans la salle. Donc voilà, l'affaire est faite. C'est une chirurgie qui ne marche pas, on le sait. On la vend à nos patients parce qu'on se dit c'est bien. Qui se fera mettre une PUC? Et qui se préfère faire une ostéotomie sur un varus? Donc voilà, l'affaire est entendue. Tu vois, c'est le message, c'est que j'avais fait la même à la Softcote à ma conférence d'enseignement, personne n'a levé la main. Et j'ai dit même mieux, j'ai dit, j'ai dans la pièce 3 patients à qui j'ai fait une ostéotomie tibiale, je pense qu'ils sont contents. Et je pense que les gens qui ont fait des PTG, malheureusement, ils sont assez malheureux. Donc les arthroplasticiens doivent redevenir des conservateurs, tiens raison. On va garder ce terme, on va faire un cercle.
Oui, c'est un bon sujet. Donc, l'ostéotomie selon Shiba ou intra-articulaire, pour les blunts, ouais, on en parlait avec Harold ce matin. J'en fais, alors, heureusement, pas beaucoup, hein, parce que c'est quand même une chirurgie engagée, de venir mettre un coup de scie à travers l'articulation. Mais moi, je suis très copain avec Hiroshi Nakayama, qui est un peu le porteur du truc à Osaka. Et je suis allé le voir opérer dans le cadre du PCO. On a fait un reportage sur lui. Les mecs, je t'envoie la vidéo sur eux. Les mecs sont incroyables. Ils font tout au ciseau frappé, hein. Il n'y a pas de scie, hein. Et puis le ciseau frappé, c'est un sabre japonais, le machin. Ils ne tapent pas sur le ciseau comme nous. Ils font tout dans l'élasticité du retour de force. C'est incroyable. Tu les vois taper sur le truc, tu dis, mais je ne sais pas faire ça, tu vois. Donc les mecs, ils vont ils ont un espèce de double coup que je ne sais pas comment ils trouvent le truc, tu vois. Et peut-être que vous avez vu la même chose en Corée, mais au ciseau frappé, ils ont une technique qu'on ne maîtrise plus, on ne sait pas le faire. Bon, je crois qu'il faut laisser la place à Christophe. Juste une question avant que tu repartes. Est-ce que tu te donnes un seuil de récurvatum avant une correction de pente? Ouais, je pense qu'il ne faut pas aller plus loin que 10 degrés. Tu as toujours l'option de tricher avec deux techniques. La première, c'est de fixer ton LCA à 40 degrés de flexion, 40-50, tu vois, en disant, mais ça veut dire que ton récurvatum est contrôlé par une plastie molle, même, parce qu'au lieu du genou, quoi que tu utilises, c'est mou. Et l'autre technique est de faire un avancement du collatéral médial. Donc tu désinsères le LCM et tu l'avances, mais tu joues un peu avec le feu, autant pas y aller. Puis encore une fois, créer un facteur de risque pour en changer un autre, ça n'a aucun sens. Fort heureusement, c'est rare. Merci beaucoup.